Bon, alors, quelques mots de présentation. Vous connaissez sans aucun doute Maître Julius Gray, hein, lui qui participe depuis plusieurs années aux grands débats sociaux du Québec. Et d'ailleurs, si vous voulez mieux le connaître, vous pouvez lire le petit livre d'entretien qu'il a accordé à Geneviève Notins aux éditions du Boréal en 2014, et dans lequel on peut peut-être encore mieux saisir que dans les journaux ces combats pour la liberté de conscience, pour la liberté d'expression individuelle, absolument nécessaire selon lui, sous peine de sombrer dans un pur conformisme. Et Maître Gray prône même, ça implique même d'autoriser, selon lui, la dissidence, hein, parce que la rectitude politique est susceptible de tuer la démocratie. Donc, c'est très important parce que c'est une attitude qui demande beaucoup de courage, qui comporte des risques, qui demande de l'originalité. Et Maître Gray revendique même le droit de ne pas exprimer les opinions qu'on attend de lui, ce qui est une belle attitude, un modèle. Alors, on doit souligner aussi ces combats contre l'inégalité sociale et économique, pour l'accès à la justice pour tous. Et il y a des très belles aussi réflexions sur l'immigration. Hein. Et à ce propos, dans ce petit livre, il évoque sa naissance en Pologne et sa venue au Québec avec ses parents en 1957, et surtout son expérience de la marginalité, une expérience qu'il dit être déterminante dans sa vie, et ce qui explique, hein, on peut penser, sa conception d'une justice non légaliste et d'une philosophie aussi de l'empathie et du pardon, que l'on devrait retrouver dans notre société. Maître Gray a même, j'ai vu dans les journaux, défendu les pitbulls dernièrement, c'est absolument admirable. Alors, on a sans doute dû vous dire que rien d'humain ne vous était étranger, mais là, vous pourriez ajouter que rien d'animal non plus ne m'est étranger, ce qui est quand même très beau. Hein? Voilà. Et on peut souligner, en lien avec la lecture d'aujourd'hui, son grand amour de la littérature et la nécessité de l'éducation pour tous, par l'étude des grands chefs-d'œuvre classiques de la littérature, de la philosophie, bon, et par la musique et les arts. Et j'ai trouvé très intéressante et très importante cette idée que vous avez de ne pas tout évaluer les œuvres anciennes, et on pourrait dire notre passé même un peu récent, à l'aune de notre présent. On doit toujours essayer de saisir le contexte des œuvres et la vision du monde des anciens qui n'est plus la nôtre. Ce qui permettrait de, je pense que si je vous ai bien compris, de lutter contre ce qu'on pourrait appeler l'arrogance du présent, quelque chose comme ça. Et je dirais aussi que c'est la seule façon de se laisser transformer par ces œuvres anciennes. On ne peut être transformé que parce qu'il est autre que nous-mêmes, sinon, sous peine de se mirer sans cesse dans notre propre miroir et passer du même au même comme un écureuil dans sa cage. On pourrait dire les choses comme ça. Donc, Monsieur Gray, c'est un grand honneur que vous nous faites de participer aux lectures de la Fondation Humanitas, et nous en remercions vraiment vivement d'avoir fait ce voyage de Montréal à Québec et d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. Et je remercie également, évidemment, très vivement les comédiens et comédiennes Véronique Aubu et Jack Robitaille, qui, depuis plusieurs années, avec beaucoup de générosité, nous accompagnent en permettant à nos lectures d'être belles et vivantes. Ça, c'est vraiment très important, parce que lire à haute voix, comme le faisaient les anciens, comme on faisait dans l'Antiquité, c'est aussi, en grande partie, les interpréter dans tous les sens du terme, nous les faire comprendre en les disant. C'est énorme, c'est beaucoup. Et merci et aussi au violoncelliste Vincent Bélanger
que nous retrouvons avec plaisir et que nous avons pu attraper entre un voyage au Saguenay, où il était hier, et un voyage en Europe demain, en Pologne, en Angleterre et en Lituanie. Donc, on avait beaucoup de chance d'avoir avec nous Vincent qui apporte, par la musique qu'il compose, le mystère qui doit entourer toute interprétation. Et alors, merci aussi beaucoup à vous. Alors, quelques petits mots pour présenter rapidement Pline le Jeune avant qu'on l'écoute, hein, en disant qu'on a beaucoup de chance d'avoir son œuvre, parce qu'il faut toujours rappeler que nous n'avons plus aujourd'hui qu'une petite partie de toute la production littéraire antique. Et donc, c'est une raison de plus pour la lire et la relire et en garder la mémoire, conserver la mémoire de ce qui nous est parvenu dans sa fragilité. Alors, quelques mots sur Pline le Jeune. Il est né vers 62-63 de notre ère, il est mort vers 113. Et son père étant mort, alors qu'il était assez jeune, il a été adopté par son oncle, Pline le Jeune, Pline l'Ancien, pardon, qui est peut-être un des plus extraordinaires tempéraments d'érudits de toute l'Antiquité, hein, que l'on connaisse. Pline l'Ancien a passé le plus clair de son temps à lire et à se faire lire le plus grand nombre d'œuvres d'ouvrages possibles de l'Antiquité, qui n'était pas d'Antiquité pour lui, bien sûr, bon, mais le plus grand nombre possible d'ouvrages et de livres. Et c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup écrit. On connaît les 36 livres de son histoire naturelle. Et alors donc, Pline le Jeune a eu beaucoup de chance comme fils adoptif d'avoir une telle éducation. Notons que les deux Plines ont vécu sous des empereurs qu'on appelle les Antonins, ces empereurs dont l'arrivée a été saluée avec beaucoup d'enthousiasme comme le début d'une époque où, et là je cite, « on pouvait penser ce qu'on voulait et dire ce qu'on pensait ». C'est une phrase de Tacite dans ses histoires. Parce que si on regarde, si on considère quelques empereurs précédents, les Flaviens et les Julio-Claudiens, plusieurs ont, comme par exemple Domitien ou Vespasien, expulsé des philosophes de Rome, persécuté des écrivains opposants. Donc, c'est une belle période dans laquelle ils vivent. Alors, Pline le Jeune a commencé sa carrière d'avocat vers 18 ou 19 ans, en plaidant une cause devant un tribunal qui traitait surtout d'affaires de droit privé. Et ce genre de procès va devenir par la suite sa spécialité. Il va aussi entamer une carrière politique qui va le mener jusqu'au rang de consul. Et alors, on peut relever certains traits de sa personnalité par ses lettres, qui sont vivantes, dans lesquelles on peut trouver beaucoup de charme et de naturel, beaucoup plus que dans son panégyrique de Trajan, par exemple. C'est une correspondance, environ 247 lettres, très stylisée et qu'il a réécrit pour la postérité, hein, bon, et correspondance qui reflète l'actualité vécue par Pline, mais aussi transparaît la vie littéraire au travers d'appréciations critiques portées sur des œuvres récemment publiées. Alors, c'est un passionné de littérature et c'est un homme qui se montre très généreux. On le voit, par exemple, aider ses amis ou instituer des œuvres et des fondations au profit de différentes collectivités. Donc, dans ses lettres, amitié et vie littéraire s'y entremêlent, de même que la vie sociale, juridique et politique. Pline est vraiment ce qu'on pourrait appeler un honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un qui a un idéal d'humaniste et qui est attiré par ce qui est beau et ce qui est bon. Alors, je pense maintenant, on va lui laisser la parole en vous remerciant, cher public, d'être là aujourd'hui, vous qui avez quand même bravé les 50 nuances de gris qu'on voit dehors. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je laisse.
Livre 10, lettre 33, à Trajan. Je faisais une tournée à l'autre extrémité de la province quand un terrible incendie s'est déclaré à Nicomédie. Le feu a détruit beaucoup de maisons particulières et même 2 monuments publics qui se trouvaient à l'autre côté de la route, l'Hospice des Vieillards et le Temple d'Isis. L'étendue du désastre s'explique par la violence du vent, mais plus encore par l'inertie des habitants qui, selon les témoignages, ont assisté en spectateurs à la catastrophe sans intervenir et sans bouger. Ajoutons qu'il n'y avait sur la place publique ni pompe, ni seau, ni aucun moyen de lutter contre le feu. J'ai donné des ordres pour remédier à cette situation, maître. Autorises-tu la création d'un corps de pompiers de 150 hommes au plus? Je vérifierai s'il n'y entre que des travailleurs et que le droit d'association, une fois accordé, ne soit pas détourné de son but. S'ils ne sont pas plus nombreux, il sera plus facile de les surveiller. Livre 10, lettre 8, à Trajan. Maître, comme ton père avait lancé un appel à la générosité publique dans un discours magnifique, en donnant lui-même l'exemple, je lui ai demandé l'autorisation de transporter dans mon municipe, avec la sienne, des statues d'empereurs qui me venaient de plusieurs héritages et que je gardais à différents endroits dans l'état où je les avais reçus. Il me l'a accordé sans la moindre réserve. J'ai aussitôt écrit aux décurions de m'attribuer un terrain sur lequel je construirais un temple à mes frais. Ils m'ont laissé le choix du terrain destiné à cet usage. Ma maladie, puis celle de ton père, ensuite mon travail au poste que tu m'as confié, m'ont empêché de m'en occuper. Mais je crois pouvoir très facilement faire un saut là-bas maintenant. Ma période s'achève le 1er septembre et il y a beaucoup de jours fériés dans le courant du mois. Je te demande avant tout de m'autoriser à ajouter une statue de toi pour orner le bâtiment dont je commence la construction et ensuite de m'accorder un congé pour l'achever le plus vite possible. Je profiterai de ce congé pour m'occuper de mes propriétés. Je suis trop franc pour te le cacher, voyant comme tu es bien disposé à mon égard. Je ne peux retarder davantage la location des terres que j'ai dans la région, il y en a pour 400 000 sesterces, si je veux que le nouveau fermier s'occupe de la taille de la vigne pour l'année prochaine. En outre, une succession de mauvaises récoltes m'oblige à consentir des remises sur les fermages et il faut que je sois sur place pour régler ces questions. Si tu as la bonté de m'accorder un congé de 30 jours, j'aurai le temps de terminer ce que j'ai à faire et de gérer mes intérêts. Il m'est impossible d'aller plus vite, étant donné que le municipe et les terres dont je te parle
sont à plus de 225 kilomètres. Livre 10, lettre 56 à Trajan. Je te suis infiniment reconnaissant, Maître, de daigner trouver le temps, malgré tes tâches écrasantes, de m'éclairer sur les questions que je te soumets. J'ai une fois de plus besoin de tes conseils aujourd'hui. Quelqu'un est venu me trouver et m'a dit que certains de tes adversaires n'avaient pas quitté la province, bien qu'ils aient été condamnés à 3 ans de relégation par l'honorable Servilius Calvus. Ceux-ci soutiennent au contraire que c'est Calvus qui les a rétablis dans leurs droits et ils m'ont donné lecture de l'ordonnance. Je crois indispensable pour cette raison de te soumettre toute l'affaire. Si dans tes instructions figure l'interdiction de rétablir dans leurs droits ceux qui ont été condamnés à la relégation par moi ou par d'autres, par contre, le cas de ceux qui ont été relégués et rétablis dans leurs droits par la même personne n'y est pas évoqué. Je me vois donc obligé, Maître, de te demander ce que tu veux que je fasse d'eux. Même problème pour ceux qui, étant relégués à perpétuité, ont été surpris dans la province alors qu'ils n'avaient pas été rétablis dans leurs droits. Je me suis trouvé en face d'un cas de ce genre. On m'a amené un individu condamné à vie par le proconsul Julius Bassus. Sachant que les décisions de Bassus avaient été annulées et que le Sénat avait accordé à tous ceux qui avaient été jugés par lui le droit de casser entièrement le jugement dans un délai de 2 ans, j'ai demandé à celui qui avait été condamné par lui à la relégation s'il était venu trouver le proconsul et l'avait prévenu. Il m'a dit que non. Je te demande en conséquence s'il faut maintenir sa peine ou l'aggraver et d'une façon générale, ce qu'il faut faire de lui et de tous ceux qui sont dans le même cas. Je joins à ma lettre le décret et l'ordonnance de Calvus ainsi que le décret de Bassus. Livre 10, lettre 58 à Trajan. Je convoquai les juges maîtres au début de la session quand Flavius Archippus demanda une dispense comme philosophe. Certains s'écrièrent qu'il ne fallait pas lui accorder de dispense, mais le rayer totalement de la liste des juges et maintenir la peine à laquelle il avait échappé en s'évadant. On lut la sentence du proconsul Velius Paulus, prouvant qu'Archippus avait été condamné aux mines pour faux témoignage. Il ne présenta aucun document indiquant qu'il avait été rétabli dans ses droits. Il faisait néanmoins valoir en faveur de son acquittement la supplique qu'il avait adressée à Domitien, des lettres de l'empereur attestant son honorabilité et un décret des Prusiens. En plus de ces documents, il a montré la lettre que tu lui as écrite, montré aussi l'ordonnance de ton père et sa lettre confirmant les privilèges que Domitien lui avait accordés. C'est pourquoi, malgré la gravité des présomptions qui pèsent sur Archippus, je pense ne rien avoir à dire avant de t'avoir consulté sur une question qui relève de ton autorité. Je joins à ma lettre les témoignages qui ont été lus de part et d'autre.